La Caisse d'économie solidaire poursuit l'objectif de soutenir les entreprises qui transforment notre société ou contribuent à sa transition écologique. C'est pourquoi la Caisse a entamé une réflexion sur la réalité des entrepreneurs sociaux. D'abord présenté au Rendez-vous solidaire 2018, le procès théâtralisé d'Entreprise sociale Inc. permet d'aborder les sujets en débat. Nous en avons tiré cette vidéo. Un juge, un procureur de la Couronne et une avocate de la défense amènent des témoins experts et des témoins praticiens de terrain à présenter leur enjeu. Vous êtes membre du jury, bon visionnement et surtout, bonne délibération. Dans un premier temps, j'inviterai Maître Rochdale. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire l'acte d'accusation? Merci, Monsieur le juge. Alors, l'acte de l'accusation se lit comme suit. Entreprise sociale incorporée, on vous accuse de défaut quant à votre redevabilité de pérennité de mission, de gouvernance opaque et non distribuée. Entreprise sociale incorporée, on vous accuse d'être trop semblable aux entreprises incorporées traditionnelles dont vous souhaitez tant vous différencier. Enfin, entreprise sociale incorporée, on vous accuse d'utiliser l'impact comme outil de communication au lieu de bien le choisir et de bien le mesurer. Et tout cela en contravention avec la loi sur l'économie solidaire, bienveillante et socialement acceptable. Voilà, c'est ce qui complète la lecture des chefs d'accusation, Monsieur le juge. Merci, Maître Rochdale. Ce sont des actes d'accusation sérieux. Alors, l'entreprise sociale incorporée, peut-être Maître de la Défense, que plaidez-vous? J'enregistre un plaidoyer de non-culpabilité au nom des entreprises sociales incorporées, Votre Honneur. Comme premier témoin, j'appellerai M. Luc Audebran. Mais qu'est-ce qui nous garantit que la mission sociale d'une entreprise sociale ou d'une entreprise d'économie sociale pourra perdurer dans le temps? Rien ne le garantit, Votre Sainteté, parce qu'on voit apparaître ces jours-ci, depuis plusieurs années, de nombreux concepts tout aussi drôles les uns que les autres sur les façons dont les organisations peuvent faire plus de choses en matière sociale. On voit le mot capitalisme conscient qui apparaît. On voit le mot capitalisme libérateur. Et le problème avec ces concepts-là d'entreprises qui croient avoir beaucoup d'impact, c'est qu'elles ne font que mélanger les étudiants. Je suis professeur et j'ai beaucoup d'étudiants. Et elles ne font que mélanger aussi les gens, le citoyen lambda. Et elles le font de plusieurs façons, à travers des techniques marketing qui sont parfois perverses, il faut le dire. La première est le concept de greenwashing, que vous connaissez tous, qui est très, très connu. Mais il y en a d'autres. Il y a le concept aussi de social washing. Il y a le concept de pink washing. Et il y a aussi le nouveau concept de share washing, c'est le concept sur les entreprises de partage. Donc, le problème avec ces entreprises qui ont des valeurs bien attrayantes, comme vous le disiez, c'est qu'elles finalement ne peuvent assurer, outre par leur marketing, appuyé par une machine capitaliste extrêmement forte, elles ne peuvent appuyer à long terme la pérennité des valeurs qu'elles suggèrent. Et donc, pour moi, c'est très dangereux, évidemment, de les inclure avec d'autres types d'entreprises d'économie sociale. Et voilà, c'est ma réponse courte. Dans vos nombreuses expériences que vous avez vécues au sein de l'entrepreneuriat collectif, vous avez dû en voir, vous, des entreprises pas fines, là, vous savez, qui ont des pratiques de gestion très, très hiérarchiques, qui ne collaborent pas avec d'autres et qui ne sont pas tout à fait démocratiques. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Et moi, je vais vous répondre par une métaphore, qui est la métaphore du bon casseau de cerises, de belles cerises de la Colombie-Britannique. Si vous trouvez une cerise un peu plus amochée, allez-vous jeter le casseau plein de cerises? Bien sûr que non, vous allez l'aider à s'améliorer. Donc, voilà ma réponse. Alors, j'appelle à la barre M. Michael Carlier. Parlez-nous, s'il vous plaît, de l'émergence de l'entrepreneuriat social. En quoi est-ce que l'entrepreneur social se différencie de l'entrepreneur purement capitaliste? En fait, parlez-nous de ce petit supplément d'âme, de cette petite flamme.
Eh bien oui, ce sont des entrepreneurs qui se lancent en affaires, c'est-à-dire qu'ils utilisent les outils mécaniques de l'entreprise pour faire du bien autour d'eux. C'est un outil qui est effectivement nouveau, qui était peu connu, mais ce sont des gens qui se lancent en affaires, qui ne veulent pas nécessairement travailler dans des ONG ou dans des entreprises plus collectives, qui ont envie de porter un projet, qui ont une vision d'affaires, qui ont une vision de la société et qui utilisent le médium de l'entreprise pour réaliser leur projet avec une autonomie financière. Et c'est ça aussi beaucoup la différence dans un entrepreneur Inc. social, c'est qu'il voit un modèle d'affaires, il voit une réalité financière dans son projet et il fait son projet de façon indépendante. Il a un projet de société, il le fait et il le mène à bien. Je vous ai entendu tout à l'heure défendre l'entreprise sociale et l'entrepreneur social. Vous ne croyez pas qu'il y a un danger à ce que nous dépendions de ces héroïnes et de ces héros au lieu de compter sur la collectivité qui est capable d'entreprendre également? Absolument. Je pense que pourquoi on parle d'entreprise engagée, c'est parce que l'État, lui, est désengagé. Dans l'absolu, on pourrait ne pas avoir besoin de ces entreprises-là, sauf qu'on vit dans un monde réel. Et dans bien des cas, l'État n'est pas nécessairement à la hauteur de certaines attentes sociétales. Et il y a des entrepreneurs ou des gens qui veulent faire quelque chose pour leur communauté. Et encore une fois, ils utilisent cet outil-là, comme on pourrait en utiliser plusieurs autres. Mais celui-là est tout à fait pertinent. Il est nécessaire dans une certaine façon pour améliorer notre société. J'appelle le troisième témoin, Madame Geneviève Huot. Mais comment peut-on s'assurer au temps 1 du groupe fondateur ou des fondatrices et au temps plus 10 ans de s'assurer que les objectifs poursuivis à l'origine puissent trouver leur pertinence dans le temps long? Bien, en ce qui concerne la durée, je vous rappellerai d'abord que les coopératives ont un taux de survie à peu près 2 fois plus élevé que l'entreprise Inc. au bout de 10 ans. Donc, on voit que dans le temps, oui, il y a un aspect pérennité qui est là. Donc, pérennité économique. Oui, tout à fait. Mais, en économie sociale, on ne cherche pas avant tout le profit. On ne fermera pas une entreprise pour aller investir ailleurs parce qu'il y a un marché plus lucratif. Et comme il n'y a pas d'actionnaires à rémunérer, on pourra plus facilement prioriser nos impacts sociaux et environnementaux. Bon, il y a aussi l'aspect qu'on dit où les actifs sont inaliénables. On ne va pas se diviser la valeur dans l'entreprise si jamais on ferme. Le jeune qui veut changer le monde, est-ce qu'il ne peut pas être freiné dans le fait de devoir investir 1 an de sa vie à créer une organisation, trouver les bonnes personnes, élaborer des règlements généraux, faire une assemblée pour un oui, pour un non? C'est un investissement en temps. Le temps qu'on passe au départ pour bien s'entourer, c'est du temps qu'on va récupérer par la suite. C'est du temps qui va nous aider à avoir une entreprise plus solide. En fait, tout le monde ici rêve un peu de changer le monde. Tout le monde ici est solidaire. Nous sommes à la Caisse d'économie solidaire. Mais je dirais qu'il y a, et pour citer, car je suis une témoin experte, le chercheur Jean-Louis Laville, il y a 2 types de solidarité. Une qui est plus philanthropique, si on veut, et l'autre qui est plus démocratique. Alors, avec la solidarité plus démocratique, eh bien, on trouve ensemble des solutions, on apprend à développer nos capacités. Mais avec la philanthropique, on vient en aide à d'autres qui ont besoin d'aide sans qu'ils développent leur propre capacité. En terminant, je vais vous citer les paroles de quelques-uns de ces jeunes que j'ai rencontrés au fil des années. Laurent Lévesque de l'Utile nous dit « L'Utile est reconnu comme une organisation innovante, dynamique et flexible. Ce n'est pas un hasard. Les fondateurs et fondatrices ont conçu la gouvernance de l'entreprise pour créer cette vision de développement et se simplifier la vie. L'autre raison de leur choix d'une formule OBNL était de construire une institution qui change durablement le monde en redistribuant le pouvoir d'une manière qui survive au départ de ses cofondateurs. » Et en terminant, une autre jeune, parce que ça nous prend l'équité homme-femme, Jessica Cabana du AF Café, une coopérative étudiante, un café étudiant coopératif, qui nous dit « L'économie sociale permet d'évoluer avec la communauté et non pas pour la communauté. La coop est à but non lucratif pour s'assurer que les revenus servent au développement de la mission. Le modèle coopératif permet un dialogue continuel, et pas seulement au démarrage, entre tous les acteurs impliqués et instaure un équilibre entre les intérêts particuliers et collectifs.
On reconnaît qu'il y a des intérêts particuliers, mais on veut un équilibre. Et votre honneur, j'aimerais déposer ici une pièce à conviction, car je n'ai pas le temps de citer tous les jeunes que j'ai pu rencontrer. Le greffier va en prendre possession. Alors, nous avons ici un rapport qui a été produit par Force Jeunesse et le chantier de l'économie sociale qui contient des témoignages de ces jeunes qui ont choisi l'économie sociale. Merci, Mme Huot. La Cour en prendra connaissance. Maître Huot. Oui, j'appellerai à la barre maintenant Monsieur Pascal Grenier. Parlez-nous de vos observations à la tête de l'Esplanade. Dites-nous, qui sont ces jeunes entrepreneurs talentueux? Qu'est-ce qui les pousse vers l'entrepreneuriat social? On vous écoute. J'ai l'énorme plaisir à l'Esplanade de côtoyer une centaine de personnes, dont la grande majorité sont des entrepreneurs collectifs. Un grand nombre sont également des entrepreneurs autonomes, mais également des entrepreneurs sociaux à but lucratif. Donc, pour moi, je ne distingue pas ces gens-là, entre autres parce qu'ils partagent tous les mêmes valeurs et surtout une volonté commune qui est celle de s'ancrer dans une communauté dans l'objectif de, évidemment, transformer la société, mais également faire en sorte qu'ils ont la capacité de pouvoir répondre à un enjeu, disons, sociétal, c'est-à-dire social ou environnemental. Et c'est là, effectivement, une des définitions reconnues de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire cette volonté de répondre à un enjeu donné. L'Esplanade est un écosystème avec plusieurs entreprises. Vous êtes vous-même une entreprise collective. Est-ce que ça prend nécessairement un écosystème diversifié avec différentes formes juridiques pour avoir un système qui va créer l'innovation sociale? Est-ce que vous avez des exemples à l'extérieur du Québec? La France a statué très récemment, c'est-à-dire ce qu'on appelle les entreprises à utilité sociale qui se sont intégrées directement à la loi encadrant l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est-à-dire qu'on reconnaît non pas le statut juridique, mais bien la finalité de l'organisation, donc sa mission et les objectifs de transformation qu'elle s'est donnés. Aux États-Unis, on évoquait ici la certification B Corp. Il existe aux États-Unis un statut B Corporation, entre autres davantage pour les entreprises à but lucratif qui, justement, veulent ne pas être soumis à l'obligation d'absolument considérer que le rendement dans leurs actions. Donc, on voit effectivement à l'intérieur, je dirais à l'international, que ce mouvement-là est de plus en plus pluriel. Et je pense qu'il est également important dans cette dimension-là de nommer un élément. Quand une organisation ou quand des porteurs de projets se lancent dans la création d'une organisation, un élément sur lequel ils sont souvent appelés à réfléchir, c'est davantage la question de comment pouvons-nous pérenniser notre action et donc quel est le modèle d'affaires, le modèle financier qui nous permettra d'atteindre l'impact souhaité ou l'objectif souhaité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va considérer l'ensemble des statuts juridiques comme un véhicule et non pas nécessairement comme une finalité. Nous allons entendre maintenant 4 nouveaux témoins, des praticiens. Maître Rochdale, votre premier témoin. Merci, Monsieur le juge. Alors, j'ai l'honneur d'inviter une praticienne. J'inviterai maintenant Darly Pierre-Louis, s'il vous plaît, à la barre des témoins. C'est un travail au quotidien que je comparerais, si vous me permettez, Monsieur le juge, à un travail d'équilibrisme extrême. Presque à tous les jours, vous traversez le Niagara sur un fil de fer. Entre l'économique et le social, comment réussissez-vous à les concilier, les deux? Je vous dirais, écoute, ça fait partie des valeurs de l'organisation, même au niveau de la gouvernance, de dire en quelque part un exemple. Quand on reçoit justement des contrats, on va l'analyser justement, quelle bonification ça va amener par rapport à la formation que reçoivent justement là, nos personnes qui suivent la formation chez nous. Mais un gros contrat, là. Oui, on en a des gros contrats. On va faire l'évaluation, absolument. On desserve des écoles secondaires, on a des concessions de cafétéria, on fait des événements, mais tout contrat qui arrive, on va mesurer l'impact aussi qu'on a par rapport à la formation qu'on donne aux gens qui sont chez nous. Et quel genre d'impact plus précisément? Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit exemple plus précis encore? On va regarder finalement dans le service que les gens vont effectuer. Est-ce que ça rentre dans les valeurs de l'organisation? Est-ce qu'on va être capable de maintenir la pédagogie qu'on donne aussi à nos participants? Est-ce qu'il va y avoir une plus-value pour eux? Et cette pédagogie-là, c'est une pédagogie qui est motivée par quelle valeur? Je dirais par la valeur sociale. C'est très important pour nous, quand je parlais de l'équilibre, de garder, oui, le côté financier, parce qu'on a besoin du financier pour être capable d'investir dans la mission sociale, d'où l'équilibre, puis c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident. Madame Pierre-Louis, est-ce que vous pensez à vous un petit peu là-dedans?
Moi, je suis inquiète. Moi, je me dis, quelqu'un qui a investi autant d'énergie, de talent, de temps, qu'est-ce qui arrive à la retraite? Est-ce que ce ne serait pas légitime que vous disiez, bien, tout ce temps, cette énergie investie, tout ce sacrifice, est-ce que ce ne serait pas normal que ça vous rapporte un petit peu quelque chose? Encore là, si je reviens aux valeurs de l'organisation, quand on a une entreprise collective, les biens qu'on produit, on le remet justement au niveau de la société. C'est une valeur, c'est une vocation pour nous. Alors, j'ai le plaisir d'appeler à la barre Madame Nathalie Volant. Est-ce que vous pouvez nous parler des impacts sociaux que vous réussissez à générer par vos activités immobilières? Hein? C'est quand même spécial. Pour nous, parce qu'on est déjà dans un quartier dans le sud-ouest, dans plusieurs quartiers dans le sud-ouest de Montréal, qui sont des quartiers avant qui étaient défavorisés. On a vraiment pris les anciens immeubles patrimoniaux et on a le changé de vocation dans des façons de création d'emplois. Alors pour moi, si on va aider une société, c'est de créer les emplois dans une collectivité. Et nous, parce qu'on est une certification B Corp, on a une compagnie qui a eu cette certification, la première au Québec. Pour nous, on a décidé d'utiliser les forces de business dans une façon d'aider les autres entrepreneurs pour trouver les façons d'être plus sociétales et d'être plus collectifs. Alors là, on a fait pousser que les employeurs de nos édifices, c'est-à-dire nos locataires, ont choisi de faire embaucher local, de faire achat local. Et nous, on a pris des anciennes usines qui étaient vraiment abandonnées parce qu'on avait pris des faillites. Et on a régénéré un sens d'économie dans un quartier que c'était vraiment abandonné. Alors pour nous, on a redonné un peu de la vie d'une communauté, mais dans une façon collective. Disons que quand on fait nos projets, au lieu de c'est que moi, c'est mon idée, c'est quoi je vais faire avec un édifice, on vient avec les citoyens du quartier, avec des OBNL, avec des universités, avec des grands business, des petites, et on dit ensemble, dans la collectivité, c'est quoi qu'on va faire avec cette building-là? Alors, on a décidé que, exemple, on a récupéré une église qui s'appelle Salon 1861, et on a décidé de demander à la collectivité, c'est quoi qu'eux, ils veulent avoir de cet immeuble-là, parce qu'on a acheté sans de savoir c'est quoi qu'on voulait faire avec. Et après 6 ans, on a vraiment trouvé une façon que ça aide la communauté, mais avec les fonds privés. Donc, vous impliquez la communauté dans l'élaboration d'un projet, si je comprends bien. Pour nous, on a décidé que ça réduit notre risque de faire un projet qui est vraiment intégré de la communauté au début. Premièrement, les étudiantes, les OBNL, les personnes du quartier, ils ont plein des idées. Mais parfois, ils ne sont pas demandés. Alors, pour nous, on a décidé, pourquoi utiliser ces ressources-là dans une façon qu'on peut faire notre projet ensemble. Alors là, dès qu'on fait construire nos édifices ou le reconstruire, c'est-à-dire, on a vraiment déjà les acteurs en place pour prendre la rentabilité plus vite. Parce que là, on n'a pas des vacances, on a des édifices qui sont remplis, ils travaillent bien. Alors, comme business, je réduis mes risques par avoir la collectivité qui sont inclus dans la décision, c'est quoi qu'on va faire avec cet immeuble. Excusez-moi, je vous arrête un instant. Monsieur le greffier, est-ce qu'on a bien noté inclure la communauté dans la définition du projet? Oui. Maître Dion. Merci. Pourriez-vous nous décrire un peu le processus B Corp à travers lequel vous êtes passé, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, pour nous, premièrement, c'est une certification qui vient d'un OBNL des États-Unis qui s'appelle B-Lab. Alors, c'est un processus au début online sur l'Internet pour les questions. C'est une certification au sujet de points. Vous devrez avoir 80 points sur 200. Et il y a 5 différentes catégories que vous devrez passer au sujet de gouvernance. C'est qui nos fournisseurs, comment on traite nos employés, c'est quoi le système d'embauche, c'est quoi on va faire mieux pour la collectivité que si on était juste une business normale. Alors, après qu'on a fait remplir toute cette formulaire, il y a un audit qui est fait. Soit il peut se rendre sur place ou sur le téléphone, mais c'est plusieurs jours, on va dire. C'est très, très lourd. Vous passez plusieurs jours au téléphone? Oui. On prend des breaks, alors c'est bien. Alors, mais après ça, c'est un comité qui décide si on est capable d'avoir cette certification. Mais on a besoin de le refaire chaque 2 ans. Après qu'on a eu notre certification, on a besoin de changer notre charte d'incorporation de notre business
pour être assuré que même si moi, je ne suis plus la présidente de la compagnie va continuer avec les mêmes philosophies de B Corp et que dès qu'on va voir les actionnaires ou whatever supplémentaires, qu'on a des lois qui sont établies, qu'on va protéger nos actionnaires, qu'on va toujours être là pour la communauté Donc, au lieu juste de le profit. Donc, modifier les statuts constitutifs et modifier la convention unanime des actionnaires ou la convention d'actionnaires? Exactement. Et comment ça va depuis 2 ans? Est-ce que vous avez amélioré votre score de 80 sur 200? Vous avez diminué votre score? Comment vous trouvez votre performance? La dernière fois qu'on a fait notre certification, parce que ça va être la 3e bientôt, on a gagné le titre de Best in the World. Le prochain témoin? Oui, merci, Monsieur le juge. Monsieur Francis Duperron, que j'appellerai à la barre des témoins. Alors, M. Duperron est membre fondateur et président de la coopérative de travail Les Productions 4 éléments. M. Duperron, qu'est-ce qui a motivé la création de Productions 4 éléments? Différentes raisons. La fougue de la jeunesse, peut-être, pour commencer. On était un groupe d'amis, travailleurs du milieu de la production télé à Québec, impliqués dans différents milieux, qui avons pris des engagements auprès d'un diffuseur avant même d'avoir une structure d'entreprise qui nous unissait. Éventuellement, on a eu notre première licence et on avait 3 mois pour créer une entreprise, en fait, pour assurer la production du projet en question. Alors, on s'est questionné sur les différentes formules qui étaient disponibles. La coopérative nous apparaissait comme étant la meilleure. On n'avait pas tous les mêmes moyens à l'époque pour investir dans cette entreprise-là. On ne voulait pas que ça ait un enjeu sur la propriété de l'entreprise. Donc, le modèle coop est intéressant pour nous. Le modèle coop nous assurait que si, avec le temps, les défis qui sont proposés aux nouveaux entrepreneurs venaient à bout de certains des membres, ben, les autres n'écoperaient pas par la perte d'un membre. On perd un ami, on perd une expertise, mais l'entreprise qu'on aurait contribué à développer ensemble avec le temps, elle allait demeurer. Est-ce que vous prenez toutes vos décisions à 12 membres actifs? Non. Il y a un conseil d'administration élu, il y a un comité de direction, les gens sont sollicités, on les questionne souvent à savoir quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs intentions. Reste que c'est une petite équipe, donc l'information circule quand même assez facilement chez nous. Il faut savoir aussi que pour intégrer les membres de Production 4 éléments, il y a quand même un processus de probation à traverser. Vous parlez de votre processus de sélection qui permet un peu de vous assurer que les gens que vous intégrez parmi vous, il y a une relation de confiance qui s'établit et tout ça. Toutefois, de ce que j'en comprends, ces membres-là ont le même pouvoir que les membres fondateurs. Donc, une fois qu'ils sont admis à titre de membres, leur avis, leur opinion a autant de poids que des gens comme vous qui avez investi de nombreuses années dans la création de l'entreprise. Est-ce que ces gens-là ne peuvent-ils pas représenter une menace à l'endroit de votre vision, de votre projet d'entreprise et de vos valeurs, finalement? Aujourd'hui, dans l'entreprise, je suis content de ne pas avoir toutes ces décisions-là à prendre parce que fort probablement qu'on ne serait pas où on est aujourd'hui si tous les projets auxquels j'ai pensé puis que j'ai essayé de faire passer étaient passés. Si personne n'avait pris le temps de me dire « Francis, ton idée, elle fait pas de sens, c'est juste pas intelligent », même si je la trouvais bien drôle puis bien le fun, avec du recul, je me suis dit « Wow! » Cette personne-là, cette journée-là, m'a sauvé la vie. Puis les nouveaux, non, c'est pas des menaces, c'est des richesses. Chaque fois qu'on intègre un nouveau membre chez nous, comme je le disais tout à l'heure, on a une nouvelle vision, on a une nouvelle façon de voir puis d'avancer. Et on a une récurrence, les membres qui s'intègrent chez nous, nos employés ne partent pas. On a eu un départ dans les 5 ou 6 dernières années, ça a été au printemps dernier. Et dès cet hiver, 3 mois plus tard, il est revenu. Donc les gens, je pense, aiment ça. Quand tu crées une coop, c'est parce que aussi tu veux, puis on l'a découvert dans Ensemble pour un monde coop, les gens veulent avoir du contrôle, les gens veulent choisir les projets dans lesquels ils vont s'investir. Puis je pense que les membres qu'on intègre chez nous savent que c'est là-dedans qu'ils embarquent. Après ça, on est un groupe, on est un collectif. Pour rester fort, il faut que l'idée générale avance ensemble. D'accord. Prochain et dernier témoin. J'ai le plaisir d'appeler à la barre la dernière témoine, on ne peut pas dire ça, hein? Madame Émilie Nollet.
Dites-nous, quelles valeurs, quelles convictions ont motivé la mise sur pied de votre entreprise? Et parlez-nous aussi de vos clients, des gens qui choisissent de faire affaire avec vous plutôt qu'avec d'autres. Absolument. Donc, en fait, EO est né du spin-off, en bon français, des études d'Olivier Demers-Dubé et de moi-même aux études supérieures. Donc, Olivier a étudié en environnement. Moi, je suis en train de compléter un doctorat en administration des affaires. Et puis, Olivier avait vraiment une perspective très technologique, mais également très centrée sur l'éducation relative à l'environnement, puisqu'il avait animé Montréal par la racine. Il voyait tous les enjeux liés à l'agriculture urbaine. Puis le talon d'Achille des projets en agriculture urbaine, c'est souvent l'aspect économique, l'aspect financier. Puis moi, de mon côté, ça faisait déjà plusieurs années que je m'intéressais aux questions de sécurité alimentaire. J'ai travaillé à la mise sur pied d'une forêt nourricière inspirée de la permaculture à HEC Montréal, donc quand même. Et donc, vraiment, c'est des valeurs qui sont à la base. On a mis sur pied l'ADN. Chacune des briques d'EO est basée sur l'innovation sociale. Puis par rapport à notre clientèle, bien, on les appelle nos partenaires clients. C'est pas seulement des gens chez qui on parachute des fermes aquaponiques, c'est des gens avec qui on fait du co-design. Donc, on travaille avec eux, on fait ce qu'on appelle une cartographie alimentaire. Donc, ça, c'est basé sur ma thèse de doctorat. Et ce qu'on fait, c'est beaucoup plus qu'une étude de marché. C'est vraiment une compréhension sociale des enjeux sur place, de ce qui fait en sorte qu'on comprenne vraiment, OK, c'est quoi les enjeux typiques à la sécurité alimentaire, typiques à cette communauté-là. Puis, on a eu affaire à cogner à aucune porte. C'est des gens qui sont venus cogner à notre porte et qui nous ont poussé à changer notre modèle d'affaires qui, auparavant, on voulait qu'on ait nous-mêmes notre propre ferme. Là, on s'est dit, OK, bien, on va devenir des accompagnateurs clés en main de fermes aquaponiques pour multiplier l'impact et donner de l'autonomie alimentaire pour que les gens aient leur propre ferme, non pas une ferme EO. Donc, ce n'est pas des franchises. Alors, parmi nos partenaires clients, on a des entrepreneurs sociaux, donc des gens un peu comme nous, mais on a surtout des coopératives, des OBNL, on a aussi des conseils de bandes autochtones. Vous parlez justement de cette course à la grosseur, parce que l'aquaponie est en développement accéléré, qu'il faut être rapide. N'êtes-vous pas inquiète de vous faire avaler par un plus gros poisson? On peut résister et refuser à tout dans la vie. Et je crois que j'aimerais ici aborder le cliché comme quoi les entreprises, c'est des psychopathes. On a tous vu le film The Corporation qui fait en sorte, qui démontre que les entreprises sont des psychopathes. Mais à la base, les gens qui fondent les entreprises ont des valeurs aussi. Puis comme Nathalie le disait tout à fait très bien tout à l'heure, bien, il y a des choses qu'on inclut dans des chartes qui vont au-delà de nous. Comme personne et qui font en sorte qu'une entreprise n'a pas à être une psychopathe, n'a pas à accepter tout sous prétexte que l'argent est présent. On nous demande souvent dans le monde des startups, c'est quoi votre stratégie d'exit? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une stratégie d'exit, c'est quand une entreprise est mise sur pied, on lui dit « OK, mais comment tu vas vendre? C'est quoi ta stratégie par la suite pour être vendue à un plus gros? » Comme si c'était la seule option possible. Moi, je veux que EO soit le travail de ma vie. Je pense que je l'ai mis sur pied pour pouvoir me regarder dans le miroir à chaque jour de ma vie pour les prochaines années, puis j'ai l'intention d'accomplir de grandes choses avec ça. Il n'y a pas tant de grands joueurs en aquaponie à l'échelle mondiale. Et puis, on s'organise vraiment pour avoir une charte très sérieuse. On a quelqu'un qui est engagé à l'interne spécialement pour créer notre charte, qui est extérieure pour ne pas être biaisé de l'intérieur, qui nous inscrit aussi dans le processus B Corp, qui, oui, je le valide, est très, très long. Donc, au téléphone? Non, en ce moment, c'est le questionnaire Internet qui lui-même est aussi très, très long. Puis je tiens juste à en profiter pour mentionner que les entreprises Inc. Qui sont sociales ne sont pas prises au sérieux par les Inc. qui ne sont qu'à l'argent, parce que oui, il y a des Inc. qui ne sont qu'à l'argent. Puis on a aussi le poids de la vertu pour prouver aux gens, aux coop, aux BNL qu'on se comporte bien. On investit des ressources là-dedans alors qu'on n'a pas les mêmes avantages de soutien communautaire que des OBNL et des coop ont. On a comme une forme de poids de la vertu, en même temps de ne pas être pris au sérieux. Puis quand on est en innovation, on tombe entre deux chaises ministérielles. Je tiens juste à dire que, tantôt, pour reprendre l'expression de monsieur qui dit « Est-ce qu'on ouvre la porte à un loup dans la bergerie? » Non seulement on n'est pas un loup, mais on est comme vous, puis en ce moment, on n'a pas de maison. Puis on veut juste être accueillis quelque part.
On est comme un étranger qui rentre dans un village. Vous avez le droit de dire qu'on n'est pas comme vous. C'est vrai, notre forme juridique n'est pas tout à fait pareille, certes, mais on les a fait, nos devoirs, puis on sait qu'il y a un risque. On les connaît, les risques qui sont inhérents à la Inc., puis on se sert de notre intelligence, des conseils des gens en innovation sociale pour prévoir c'est quoi le pire qui peut arriver et se protéger de nos moi futurs ou se protéger des remplaçants futurs pour que la vision, la mission perdure au fil des années. Donc, je vous demande juste de nous accueillir. Alors, chacun des deux avocats aura un maximum de 5 minutes pour faire valoir son point de vue. Alors, Maître Rochdale, la parole est à vous. Merci, Monsieur le juge Gomery. Je vous rappelle que nous sommes occupés ici, cet après-midi, à traiter de l'accusation des entreprises sociales incorporées. Accusation grave, gravissime. Elles sont en défaut quant à la redevabilité et de la pérennité de leur mission devant notre société. Jamais on se manque de parler des clients et du sacro-saint marché. On les accuse également de gouvernance opaque et non distribuée, et on invoque son agilité pour justifier la non-distribution. On les accuse également d'être trop semblables aux entreprises incorporées traditionnelles dont elles souhaitent tant se différencier, et on a même entendu les entreprises sociales Inc. se plaindre du jugement émouvant des entreprises sociales, des entreprises traditionnelles incorporées. Et enfin, on les a accusés d'utiliser l'impact comme outil de communication au lieu de bien le choisir et de bien le mesurer. Moi, je dois vous dire sincèrement, Monsieur le juge, sur ce dernier chef d'accusation, je le laisserai tomber. Donc, on va s'en tenir aux 3 premiers. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et nous l'avons entendu, on a parlé de l'importance de l'entrepreneuriat collectif qui permet à la collectivité d'entreprendre et de faire en sorte que c'est des personnes issues de la collectivité qui peuvent déployer elles-mêmes les outils économiques pour s'en sortir et porter une mission sociale et ou écologique. On a parlé également, donc, cette idée de l'empowerment, que je traduirais par l'habilitation. Habiliter ces hommes et ces femmes qui peuvent faire en sorte de prendre en main leur destinée et de le faire au-delà d'un objectif ultime qui est le rendement à l'actionnaire. On a également, et je le soulignerai à grands traits jaunes, de stabilo. À grands traits jaunes, et on se dit, les entreprises sociales, Inc., sont aptes à protéger leur mission en se proclamant elles-mêmes sociales. Mais sont protégées comment? On a parlé de Benefit Corporation, de B Corporation. D'abord, l'utilisation du terme anglais. Mais où sont adoptées ces règles? Sont-elles adoptées tout près des collectivités? Sont-elles adoptées ici, au Québec? Qui est l'instance législative qui fixe les standards? Monsieur le juge, je ne le sais pas. Je compléterai ma plaidoirie en paraphrasant Martin Luther King. Martin Luther King, dans son grand discours, discutait de l'importance d'une lutte de 100 ans, parce que lui, il faisait face à Abraham Lincoln qui avait aboli l'esclavage et que 100 ans plus tard, l'esclavage était encore une réalité. Il avait un rêve porté par mes ancêtres, les pionniers de Rochdale. Ses ancêtres portaient un rêve d'humaniser le capitalisme et de se débarrasser du capitalisme sauvage. À côté de M. Martin Luther King, un autre grand leader s'était placé et lui invoquait par tous les moyens nécessaires, Malcolm X, « by any means necessary ».
Et c'est à cette décision qu'on doit se rendre, messieurs et madame les jurys. Est-ce que nous justifions par tous les moyens nécessaires d'arriver à nos fins utiles, ou bien portons-nous un rêve? C'est ce qui complète ma plaidoirie, monsieur le juge. Merci, Maître Rochdale. Maître Féline Dion, la parole est à vous. Messieurs, mesdames les jurys, les témoignages que vous avez entendus ont permis de démontrer que le célèbre adage « hors de l'économie sociale, point de salut » n'est plus tout à fait vrai. En effet, certaines personnes tendent à vous faire croire que le monde du développement économique en est un en noir et blanc, avec d'un côté les méchantes entreprises, sociétés par action, et de l'autre les gentilles entreprises collectives. Mais il n'en est plus ainsi. Il y a eu croisement, mesdames et messieurs, entre les espèces. Ainsi, de nouvelles formes d'organisation sont nées. Et parmi celles-ci, l'entreprise sociale Inc. C'est ainsi qu'aujourd'hui, des femmes et des hommes qui ont mis sur pied des entreprises privées par action sont venus vous exprimer leur engagement envers le bien commun, envers une société plus équitable, envers une société socialement plus innovante. Certes, mon client a des défauts. Qui n'en a pas? Ces liens de parenté assez étroits avec l'entreprise privée classique l'amènent parfois à des raccourcis un peu hasardeux. Il peut être à l'occasion un peu naïf en se disant qu'une entreprise, sans le concours des gouvernements ou des mouvements sociaux, peut à elle seule changer le monde. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Comme phénomène social, il est si jeune. Mais c'est également quelqu'un qui est persévérant, qui est curieux, qui a soif d'apprendre. Et grâce à son audace et à son travail acharné, il mobilise des gens, des ressources et met en place de nouveaux modèles, de nouvelles façons de faire jamais vues auparavant. Et ces idées produisent des retombées. Vous l'avez vu avec les gens qui sont venus vous parler sur le plan du système alimentaire, sur le développement durable, sur les milieux de vie même, etc. Son discours, construit sur les meilleures pratiques de marketing, séduit le monde des affaires. Il tend, malheureusement, à susciter un peu de méfiance chez les acteurs classiques du milieu social. Et pourtant, ses intentions sont nobles. Nous l'avons vu avec les différents témoignages. Je vous le demande, messieurs, mesdames les jurés, quel mal y a-t-il à ce que des citoyens engagés veuillent mettre leurs talents, leurs énergies et même leurs économies au service d'un monde meilleur? Comment peut-on condamner ceux et celles qui veulent s'inspirer de certains principes chers à l'économie sociale pour mettre de l'avant un développement économique plus engagé socialement? Plutôt que de voir l'essor de mon client comme une menace, l'économie sociale devrait le voir comme un compliment. L'entrepreneuriat social, n'est pas un phénomène marginal. Il ne disparaîtra pas demain matin. Dans ce contexte, est-ce que la question pour ou contre l'entreprise sociale est la bonne question à se poser? Ne devrions-nous pas plutôt nous demander comment faire concrètement pour éviter les dérives? Comment faire pour aider les entreprises sociales à être davantage inclusives, ancrées, innovantes et efficaces? Sur ce, je vous laisse réfléchir, cher public. Merci, Maître Dion. Membres du jury, vous avez donc entendu 8 témoins, 4 témoins experts, 4 témoins praticiennes, praticiens, à la fois de l'entrepreneuriat collectif et de l'entrepreneuriat social Inc. Vous avez entendu les questions et les réponses, les questions des avocats, les réponses des témoins. Vous avez entendu les plaidoyers des 2 avocats. Sur ce, en ce qui concerne ce tribunal, l'audience est officiellement, à partir de maintenant, levée.